Est-ce que je dis la phrase sur la maison pour en finir? Oui. Limpide avant les barques, douées de mort, l'occasion me rompra pour me soumettre à l'eau frêle et sans ride. Je suis venu ici vers l'âge de 14-15 ans peut-être pour y terminer mes études secondaires et ce lieu est évidemment un fragment de ma mémoire et je dirais un fragment de mon cœur. C'est là que j'ai fait mes humanités, c'est là que j'ai connu la camaraderie de l'adolescence qui est l'une des plus belles dans la mémoire de l'homme. C'est là que se fait la découverte de la poésie, que se fait la découverte de la lecture au moment des émotions naissantes et personnalisées. Et donc je me souviens de ce lieu comme d'un endroit où l'homme que je vais devenir, aussi bien l'écrivain que le diplomate, a été baptisé, je dirais, mentalement. N'est-ce pas? Je suis, comme on le sait, d'une vieille famille béroutine et musulmane, mais j'ai eu à travers le collège secondaire de l'université Saint-Joseph un contact intense avec l'autre, avec l'ouverture de la spiritualité autre. Et je crois que ce collège, que cette université ont beaucoup travaillé à ouvrir les différentes spiritualités du Liban les unes sur les autres. Brutalement, je rejette les draps, je me précipite vers l'armoire où se trouve le carton à chapeau avec toutes les photos de famille, pauvres photos 100 fois manipulées, froissées, déchirées, empilées dans le plus grand désordre en attendant depuis un quart de siècle d'être triées et placées sous plexiglas dans 1, 2 ou 3 albums selon les personnages et les thèmes. Une photo vite de ma mère, vite que je comble ce trou, ce gouffre en train de se creuser dans ma mémoire, cette mise en précipice de mon être. Cette maison a joué un rôle générateur dans ma vie. C'est dans cette maison où j'ai vécu pendant les vacances seulement, puisque la maison de famille est à Beyrouth, où j'ai vécu pendant 14 ou 15 ans tous mes étés familiaux et liés à ce qu'il y a de plus profond, je crois, dans ma mémoire. Ce Liban-là a été profondément le pays de l'enfance. Et comme Nerval, comme tous les poètes de ma parentèle, je pense que la poésie est profondément liée à l'enfance.
que la sensibilité d'un enfant est celle qui va déterminer le poète futur. En tout cas, c'est dans mon enfance que j'ai puisé les images mères, celles qu'on retrouvera régulièrement dans ma poésie, c'est-à-dire l'arbre, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire l'herbe, c'est-à-dire les insectes. Il y a beaucoup d'insectes dans ma poésie. Donc les principales images de mon poème, c'est là, c'est dans cette maison, c'est dans ce cadre d'arbres et d'eau que je les ai puisées. Et je le répète, c'est dans l'enfance, selon moi, que gît tout le secret de la poésie, et le poète est une sorte de survivant au pays de l'enfance. Et ensuite, toute sa vie, ce survivant-là, cette sorte de naufragé de l'âge, sera toujours tenu en main, soutenu par la planche de salut, qui est la planche de son enfance. Par des chemins de lac, avec le ciel incorruptible et le bruit d'arbres en fragilité féreuse, ta douleur. Quelle nuit en ce jardin devenu de substance à fleurs tragiques. Rosée sur une épaule, ô presque aimée, à qui flamboie le sein. J'ai toujours aimé la mer, et cette mer-là, la Méditerranée, est évidemment, pour le Méditerranéen né que je suis, une espèce de source inépuisable, à la fois de respiration et d'inspiration. صلاح كان Georges Abi Nasser. ما عنده كان أي مانع يسبح ببحر هايج ولا بحر رايق، كان يسبح بكل الظروف، وكنا نحن نقعد نبقى عم نتشمس هون لأنه البحر هايج، هو لحاله عم بيسبح بالبحر. Il se souvient que souvent la mer étant chargée de grosses vagues, une mer tumultueuse, les habitués du lieu restaient mollement étendus au soleil de l'été, c'était le soleil de juin ou de juillet ou d'août, toujours très chaud au Liban, et que dans la mer il y avait une seule tête qu'on voyait apparaître de temps en temps, et que c'était évidemment moi qui nageais. Et là, mon ami Georges Abi Nasser, qui m'a toujours accueilli ici, a, pendant la guerre du Liban, maintenu ouvert cet établissement comme si ceux qui venaient sous les bombardements voulaient tourner la guerre, voulaient tourner le dos à la guerre se passait dans leur dos, et eux étaient en quelque sorte dégagés de la tuerie collective. Ils ne voulaient pas y prendre part, et à l'époque, se baigner ici était une forme de refus de la guerre et, je dirais, de résistance morale. Il est inadmissible que cette côte soit devenue ce qu'elle est devenue, un mur de béton. Et je demande solennellement, mais une fois de plus, qu'est-ce que la voix d'un poète pèse dans la balance des autorités, qu'on respecte un peu plus ce pays qui a été tellement beau
et qu'on n'en fasse pas cette espèce de chantier bétonneux, comme on dit, boutonneux, qui est devenu l'ensemble du Liban, mais très particulièrement la côte libanaise, et qu'on ait un peu plus de sens de la noblesse de la mer, et qu'elle ne devienne pas ce qu'elle est, hélas, si souvent maintenant, une décharge publique. Aussi bien par son nom que par ses racines spirituelles, que par ses racines philosophiques et intellectuelles, l'Europe est née en Méditerranée, et donc je milite pour qu'elle retourne à la Méditerranée, car c'est en Méditerranée, sur ce grand balcon qu'elle a sur cette mer, qu'elle est la plus nécessaire, d'abord pour aider au développement de tout le bassin méditerranéen, et notamment de la rive sud et est de la Méditerranée, et pour aider les peuples de cette région éprouvée à entrer enfin dans une paix qui serait une paix juste, une paix loyale, une paix durable. La paix est descendue sur le fleuve et sur les arbres du fleuve, et dans le fleuve, il y a sans doute un autre fleuve, et dans la lune, une autre lune, et dans la lampe, une autre lampe, et dans l'énigme, une autre énigme, de douce énigme, énigmatique et douce. Mais la colombe est seule. Il faut être comme l'arbre, avoir des racines dans la terre, mais le feuillage au-delà du tronc, ouvert sur la totalité du cosmos. Ce pays dans ma fenêtre, le Liban, mon pays. Dans ma fenêtre, il pourrait presque entièrement tenir, si l'histoire ne le faisait déborder de partout. L'histoire, cette folle, et son grand corps désordonné de déesse. Depuis 5000 ans et un peu plus, elle est ici chez elle, dans ses villes, parmi ses peuples. Les peuples ont passé, les villes, quelques-unes sont restées, devenues presque imaginaires à force d'avoir été. Tyr, aujourd'hui Sour, Sidon, aujourd'hui Saïda, Bérite, aujourd'hui Beyrouth, et Byblos, et Tripoli, et Baalbek. Les peuples, eux, vinrent, vainquirent, s'installèrent, partirent, disparurent. Ils ont toujours nom dans la mémoire des hommes, errant dans leurs légendes. Comme s'ils pressentaient à quel point l'histoire est une maîtresse volage, certains de ces conquérants, une fois goûté l'amertume de leur conquête, voulurent, avant que d'être reconduits, confier, ultime vanité, leur carte de visite à cette parente pauvre de l'histoire qu'est la pierre. Pour qui connaît le babylonien et le néo-babylonien, l'assyrien et le grec antique, le latin de la 3e légion gauloise, mais aussi les langues modernes, ils sont encore lisibles. Sur les parois et les stèles du fleuve Lycus, Nahr el-Kalb, les noms de tous ces amants d'un jour, de ces triomphateurs évanouis. La mer est là, à l'embouchure, qui forme et affine ses galets.
Je suis béroutin et ce paysage panoramique qu'on a de la ville à partir de cette terrasse fait remonter en moi un flot de souvenirs. Il y a dans ce panorama un élément positif et un élément négatif. L'élément positif, c'est cette espèce de vitalité qu'on sent dans cette ville, hier encore à demi détruite, et qui est en train de se reconstruire de partout. Et cela, évidemment, est lié à l'espèce de joie de vivre, de passion de vivre de mes compatriotes. L'élément négatif, c'est que cela se fait, comme toujours au Liban, dans l'anarchie. Le Liban est un pays de tout temps où le goût de faire s'exprime avec beaucoup d'efficacité, mais de la manière la plus anarchique qui soit. J'aime beaucoup ces architectures des années 30 à Beyrouth. Les années 30 ont été des années de prospérité particulière au Liban et je dirais des années de créativité architecturale qui vient relayer l'architecture traditionnelle au Liban, qui est une architecture probablement héritée de Venise avec les 3 arcades. Il y a là des éléments qu'on retrouve un peu dans les mêmes années dans toute l'Europe et surtout dans l'espace méditerranéen. Et curieusement, ces architectures ont été celles qui ont le mieux résisté à la violence des bombardements pendant la guerre. Je dirais qu'avec ses couleurs, avec ses senteurs, avec ses richesses d'hommes et de choses, avec son luxe d'arbres, la place des Canons était la capitale de Beyrouth. Le Liban était tout présent dans sa fièvre, dans ses cris, dans ses produits, dans ses hommes, dans ses femmes, dans ses citadins, dans ses paysans, au cœur de cette place, entourée elle-même de monuments vénérables, l'église Saint-Georges, l'église de Saint-Maron, la mosquée Fakhreddin, le monument aux martyrs qui a été longtemps au cœur de la place. Cette place était véritablement une sorte de foire, une sorte de fête perpétuelle. Aujourd'hui, cette place, comme on le voit, est totalement détruite. Il y a là un grand espace vide et il y a des immeubles ultramodernes autour de ce grand vide. Ces immeubles ultramodernes m'inquiètent. Comment donner de l'âme à ces HLM de luxe? Pour le moment, je sens avec une espèce de très grande mélancolie que Beyrouth est une ville qui saigne profondément à travers l'absence de la place des Canons. Et tant que cette place n'aura pas été reconstruite, non seulement dans ses pierres, mais aussi dans sa foule, dans ses bigarrures, dans ses couleurs, dans ses senteurs, il me semble que Beyrouth sera orphelin de la place des Canons et que le Liban tout entier sera, d'une certaine façon, orphelin de Beyrouth. Ville.
La rose s'est égarée dans ses méandres, l'amour du ciel absent. Au centre de la ville, il y a peut-être un centre, une fontaine triste, un millier de colombes éclairées, éclairantes, qui sont la braise de ce tombereau d'étoiles. Il fait pourtant très froid sur les collines. Brûlure est cette ville, et dans ses cils il y a une eau tremblante, rêvant d'un frais cheval, rêvé par les colombes. Il faut vieillir sous les rosées du temps pour respirer nombreusement la rose, pour respirer la rose avec la pierre. Et chaque femme au crépuscule est un cri. Mais la colombe est seule. Mais la colombe est seule. Si je savais qui était Salastritié, probablement n'aurais-je jamais écrit. Un écrivain écrit justement parce qu'il essaie à travers ses livres, poèmes, essais, interrogations qu'il se pose à lui-même, de répondre à cette question. Et par conséquent, si vous voulez savoir qui je suis, c'est plutôt à mes livres que vous devriez poser la question. J'ai découvert la poésie par l'intermédiaire de mon père, qui était un poète de langue arabe, qui recevait beaucoup de poètes de langue arabe chez lui. Et là, je ne comprenais pas très bien cette langue à côté de la langue qui est la poésie, mais le rythme et la musique particulière des mots, leur étrangeté même me fascinait. Plus tard, je découvrirai Rimbaud. Rimbaud a été pour moi un choc formidable à l'âge de 14-15 ans. Mais avec la découverte de la saison en enfer et des illuminations, je comprendrai que la poésie était à elle seule une langue, un espace, un mode de vivre, une globalité. Chiadé, à l'époque, n'avait encore publié que Poésien, et très vite, il y a eu entre nous, entre l'étudiant de 17 ans et le poète de, mettons, 35 ou peut-être un peu plus, une espèce de lien de sympathie très vif. Et Chiadé souvent me lisait ses poèmes. Plus tard, quand il fera jouer à Paris Monsieur Boble, je suis étudiant à la Sorbonne et je participe à la bataille engagée autour de cette pièce qui a été une des grandes pièces poétiques jouées à Paris. J'ai été introduit, je crois bien que c'était par Gabriel Bounour, auprès de Pierre-Jean Jouve. Pierre-Jean Jouve est un immense poète. Et Pierre-Jean Jouve sera dans ma vie également un témoin exemplaire. C'était un poète exigeant, un poète à la fois sensuel et admirablement spirituel au sens mystique du terme. Et je crois bien que ma poésie a reçu un éclairage définitif. René Char, avec qui j'ai une correspondance importante, qui est le poète considérable que l'on connaît, c'était un tout autre univers. C'était un univers non pas de la faute et du péché, et en même temps de la sublimation
par la poésie, c'était un univers héraclitéen, c'était un univers méditerranéen, mais d'une Méditerranée consumée, d'une Méditerranée noire. Et René Char également sera une de mes lectures préférées. Avec bonne foi, je partage toujours le sens du grand langage en poésie, des mythes profonds qui circulent à travers la langue, et aussi de l'analyse de la langue, de la réflexion sur la langue, et notamment sur la langue du poète. Car c'est vrai, la poésie de Solars-Thétier ne décrit pas un lieu, n'écrit pas une vie, au moins de façon explicitable, n'évoque pas des événements. Ce poète ne semble se souvenir dans son poème d'aucun de ces moments de la conscience ordinaire. Mais les mots qui nous sont rendus par lui, si ouverts, nous aident à nous écrire nous-mêmes. Ils sont notre lisibilité, soudain possible de par l'intérieur de nos actes. Ils aident à transfigurer en présence, en participation à la présence du monde, nos objets, nos savoirs les plus quotidiens. Dédié à André Dubouché. Il fait nuit, mon amour, les larmes vont venir. Éclairer notre maison limpide sous la violence des nuages. Cette lampe éclatée, éclaboussée de pluie, avec gelé dans le vent ton visage, éclairé par l'absolu des pluies. Il fait nuit, mon amour, et il fait nuit sur le toit et sur le vent de la demeure, dans le cœur et dans le corps, et il fait nuit dans les bras et dans les jambes, et nuit dans l'œil de l'homme avec le feu de sa paupière. Je rentrais chez moi. Marwan Farez. C'était une journée de bombardement terrible. Alors pour penser à autre chose, j'ai mis la main sur un livre. Par hasard, c'était un livre de Solars-Thétier. J'ai commencé à lire des poèmes de Solars-Thétier. Je ne connaissais pas le poète. Alors, ça m'a pris beaucoup plus que les bombardements de Beyrouth. C'était terrible, cette poésie que j'avais rencontrée dans ce livre-là. Le lendemain, j'ai repris le texte et j'ai commencé à le traduire en arabe. C'était peut-être pour mieux le comprendre. C'était un petit peu difficile, un texte extraordinaire, hors du contexte culturel auquel on appartenait. Mais dans le fond, en traduisant le texte, j'ai trouvé que ce texte était profondément arabe. Moi, je voulais, par la suite, en traduisant Solars-Thétier, je voulais redonner Solars-Thétier à sa langue maternelle. Cette philosophie à laquelle appartient Solars-Thétier et toute notre civilisation, c'est la philosophie du devenir. Vous sentez, ou bien moi je sentais, en arabe, que cet homme appartenait à un monde multidimensionnel. Et je me disais, voilà l'homme nouveau dont on a besoin actuellement, à la fin de ce siècle qui s'en va. Ce sont les siècles qui s'en vont. Seuls les poètes demeurent. Je suis personnellement très profondément impressionné par l'intuition poétique de Marwan Farez. Et je dois dire que c'est pour moi une
extrême chance, c'est une grande chance, que d'être traduit par quelqu'un qui, en quelque sorte, vous réenfante. Et il y a très peu de traductions qui réenfantent dans une langue le texte objet de la traduction. Quand je me lis à travers Marwan Fares, j'ai l'impression, comme il l'a dit d'ailleurs au départ, d'être rapatrié, et d'être rapatrié non seulement dans ma langue d'origine, non seulement dans mes mythes d'origine, non seulement dans ma rythmique d'origine, mais d'être rapatrié peut-être quelque part dans mon être originel que j'ai quitté, mais qui lui ne m'a jamais quitté. Je salue la jeunesse de la lumière sur ce pays de grande chasteté, parce que ces femmes sont fermées. Elles ont les ailes croisées sur la poitrine pour apaiser le cœur ardent des hommes. L'amour aux cils baissés la circoncis. Qui sauvera ce pays du martèlement des soldats qui s'avancent sous un triomphe pour arracher l'eau froide gardée et la prendre? Galerie Janine Rebez. Je suis angoissé par deux choses à voir le Liban au quotidien. La montée en puissance de l'argent, comme si l'argent était la seule valeur qui soit. Et la montée également, je vais dire les choses comme je les ai vues, l'espèce de, je veux dire, de limitation, de minorisation de la femme au rôle de poupée sociale. Je suis assez exaspéré de voir toutes ces très jolies femmes qu'on rencontre dans les restaurants, qu'on rencontre dans les soirées, habillées à la dernière mode, extrêmement élégantes, très vigilantes, très fardées. Très façon libérée sans l'être vraiment. Et je crois que là, malheureusement, la société libanaise va à contre-courant de ce qui est souhaitable et de ce qui se fait dans le monde où les femmes non seulement se libèrent du regard de l'homme, mais aussi se libèrent de toute cette fabrication de la femme poupée qui a longtemps sévi en Occident et qui, après la guerre, sévit, me paraît-il, au Liban d'une manière, à mon sens, dévalorisante pour la femme. Tous les problèmes sont confondus finalement pour que Nadine cette femme se Begdache. libère et qu'elle puisse faire quelque chose, et qu'elle soit égale. Il faut tout en même temps. Il faut qu'on devienne vraiment un pays laïque. Il faut qu'on ait vraiment des lois sociales. Il faut qu'on ait vraiment un mariage civil. Il faut que tout devienne civil. Et, enfin, c'est très enchevêtré, je crois. Je ne sais pas, cette guerre, quand est-ce qu'elle va décanter tout ça? Je n'ai pas les solutions. Je pose les problèmes. Je pose les problèmes tels que je les vois. Les solutions doivent être trouvées sur place. Et je souhaite que des femmes d'action et je dirais des femmes prospectives, comme l'était ta mère, Janine, comme tu l'es, comme le sont un certain nombre de femmes au Liban, soient celles par qui l'avenir se dégagera au bénéfice des femmes, c'est-à-dire au bénéfice des hommes également, c'est-à-dire au bénéfice de toute l'évolution sociale.
Et l'homme aussi est en beauté de femme, comme un objet pour soi, comme une rose voisine d'une rose, ce lieu dit du nom qui invisiblement respire vers le lieu dit du torrent spirituel, entremêlant leurs joncs dans une vitre. On les verra recommencer leur rive et se défaire un peu de leur image. Abandonnée au désert bouillant, tu m'as fait pleurer quand j'étais enfant. Vert pâle adoré, vieux rose béni, ocre doux aimé, cramoisi chéri. La maison d'enfance à Beyrouth. Nous sommes ici vraiment dans une des images les plus frappantes de la guerre, parce que la maison a été laissée dans la guerre à la dérive comme un bateau en perdition. J'entre pour la première fois, après des années, dans ce bateau en perdition pour découvrir l'étendue du naufrage. On a volé enfin on a tout volé, on a pris les tapis, on a pris les tableaux qu'il y avait là, enfin on a laissé ce qu'on n'a pas pu prendre. Mais heureusement qu'il y a des livres, un Éluard, Hésiode, évidemment ça n'intéressait pas les cambrioleurs. Ils ont cassé les meubles chaque fois qu'ils l'ont pu pour voir ce qu'il y a derrière. On a tout cassé. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus... Évidemment. Voilà. Oui, le vieil homme qui court après l'enfant qu'il a été dans le désastre qu'il entrevoit. Je me suis dit quelquefois que la vie était comme un tapis roulant sur lequel on courait en sens inverse. Et quelquefois j'ai physiquement cette impression de courir sur un tapis roulant, mais en sens inverse de la course du tapis. Et cette espèce de tombée lourde du temps sur la vieille maison au miroir me confirme dans cette sensation ce que Miguel de Unamuno appelait le sentiment tragique de la vie. On a fini. L'état présent de votre esprit. Un ouf de soulagement certainement, parce que c'est difficile d'être tout le temps regardé, mais aussi le plaisir à travers le regard d'autrui sur soi-même de regarder un peu mieux, un peu plus en soi-même, et regardant en soi-même de ne pas tout refuser de soi-même. Je crois que un long entretien, un reportage sur ma vie et sur moi-même
d'une certaine façon, dans ce pays qui est le mien et que j'ai quitté, mais auquel je suis profondément attaché, eh bien, ce long entretien m'a réconcilié avec moi-même. Dans ce pays de rossignols près de la mer, et le rossignol est un aigle, il parlera langage d'aigle avec le vent des sables, au sommet de la dune où tient le point de l'écroulement du sable. Quand la mémoire va au bois, cela fut dit, elle ramène un joli fagot. Ici, tout est mémoire. Ici, tout est enfin mémoire. Il faut trouver l'issue. Il faut trouver l'issue. Il faut trouver l'issue.